Le saut en parachute, ultime poussée d'adrénaline. On se prend pour un oiseau et vraiment on s'amuse comme des fous là-haut. Le parachute offre des sensations fortes, certes, mais il sauve aussi des vies. Il a coupé la queue de mon appareil et je fonçais droit vers le sol à plus de 900 km/h. Le perfectionnement du parachute n'a pas été sans risque pour ces pionniers. J'ai été assommé 6 ou 7 fois par le choc à l'ouverture. Sur Terre, les parachutes ont fait leurs preuves. Prochaine étape, parachuter des astronautes sur d'autres planètes. Prêt à ouvrir le parachute. Voici l'histoire inédite du parachute par ceux qui les conçoivent, les testent et qui leur doivent leur vie. Janvier 2015, au-dessus du Pacifique. Lou Morton est aux commandes d'un tout nouvel avion privé pour parcourir 3000 km entre la Californie et l'île d'Hawaï. Pour couvrir une telle distance, il a besoin de beaucoup de carburant. L'appareil a une autonomie de 1000 milles nautiques, mais grâce à 2 réservoirs supplémentaires, cette autonomie a été allongée. Mais à mi-chemin, Morton remarque que l'un des réservoirs est bloqué. Il va manquer de carburant à 240 km des côtes. J'ai vite compris ce qui se passait et je me suis préparé à abandonner l'appareil. Mayday, 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 November 7 Yankee Tango. Un pilote d'avion de ligne tout proche tente de l'aider. Meilleure option, trouvez un bateau si vous ne pouvez pas rejoindre la Terre. Bien reçu, 7 Yankee Tango, merci. Les gardes-côtes le guident vers l'unique bateau à sa portée. Morton va tenter de le trouver avant d'épuiser sa réserve de carburant. J'ai fait mes calculs par rapport à ses coordonnées et à sa vitesse. J'espérais que j'allais pouvoir le trouver en plein milieu de l'océan. Morton atteint le bateau juste avant de tomber en panne. Un avion des gardes-côtes filme l'incident. Mais Morton ne compte pas laisser couler son avion. Son avion est également équipé d'un parachute d'urgence. C'est comme si quelqu'un attrapait la queue de l'avion et tirait d'un coup sec. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Morton filme la scène. Je voyais juste cet immense parachute au-dessus de moi. Ce parachute étonnant va permettre à l'appareil d'1,5 tonne de se poser à la surface de l'eau. Sans lui, Morton aurait dû tenter un amérissage dans des eaux agitées. Quand on regarde l'océan en dessous, ce n'est pas très accueillant. La houle crée des vagues grandes comme des immeubles de 3 étages. Le parachute donne le temps à Morton de se préparer à sortir en urgence. J'avais déjà ouvert la porte et j'étais prêt à quitter le cockpit. Et il sort juste à temps. Juste après l'amérissage, l'aile droite a été prise par une vague et l'avion s'est retourné. Le parachute de l'avion lui a sauvé la vie. Je me dis souvent que j'ai eu de la chance d'avoir ce système de parachute sur l'appareil. Les parachutes modernes sont de véritables bijoux de technologie, résultant d'une recherche débutée il y a plus de 5 siècles. Tout commence en 1485, lorsque Léonard de Vinci imagine un appareil capable de sauver des personnes sautant du haut d'un bâtiment. C'est le premier concept de parachute opérationnel. De Vinci a compris que la résistance de l'air ralentit la vitesse de chute. Mais son invention reste théorique pendant des décennies. En 1783, l'inventeur Sébastien Lenormand effectue le premier saut en parachute réussi depuis la tour de l'Observatoire de Montpellier.
Au fil du temps, le parachute devient une attraction de foire. La foule se masse pour voir des cascadeurs se jeter dans le vide. Ces spectacles sont très populaires au 19e siècle et jusqu'au début du 20e. Ils s'installaient en ville et placardaient des affiches qui disaient « Venez voir cet homme défier la mort ». Une chute de plus de 900 mètres. Espérons que l'atterrissage sera réussi. Mais le véritable essor du parachute viendra avec le conflit qui embrase l'Europe. La Première Guerre mondiale. La guerre aérienne ouvre une nouvelle dimension sur les champs de bataille. Le contrôle du ciel est crucial pour les deux camps et les pilotes qualifiés ne sont pas monnaie courante. Les pertes sont immenses. L'espérance de vie d'un pilote ne dépassait pas 60 heures de vol, soit 3 semaines. En sauvant la vie de leurs pilotes, les états-majors pourraient prendre l'avantage sur l'ennemi. Alors que la guerre fait rage, il devient de plus en plus évident que les pilotes ont besoin d'un système pour quitter leur appareil lorsqu'ils sont touchés en plein vol. Mais il y a un problème. Personne n'est encore parvenu à s'échapper d'un avion prêt à s'écraser. Octobre 1918. Les États-Unis sont entrés en guerre depuis plus d'1 an. Les Alliés rassemblent leurs meilleurs spécialistes de la guerre aérienne. C'était la première fois qu'on étudiait le parachute d'un point de vue technique, pour un but précis, s'échapper d'un avion en vol. Le groupe est dirigé par James Floyd Smith, un ingénieur au passé peu conventionnel. James Floyd Smith avait une expérience intéressante. Il avait travaillé dans des cirques, c'était un acrobate aérien. Il avait aussi fabriqué son propre avion et appris à le piloter tout seul. Smith se base sur l'expérience des pilotes de ballons d'observation militaire. Lâchés au bout d'une corde au-dessus de la ligne de front, ces engins repèrent les positions ennemies. Mais comme ils se savent vulnérables aux attaques, leurs pilotes, les aérostiers, sont équipés de parachutes. L'aérostier pouvait simplement enjamber le bord de sa nacelle pour sauter. Le harnais de l'aérostier est rattaché au parachute qui pend dans le vide. Lorsque le pilote saute par-dessus bord, le parachute s'ouvre automatiquement. Ce système d'ouverture automatique, ou SOA, est très efficace. En mars 1918, l'Allemagne en équipe ses pilotes de chasse. Les Américains ont remarqué qu'ils se trouvaient face aux mêmes pilotes qu'ils avaient abattus la veille. Comme pour les aérostiers, le parachute des pilotes est attaché à leur appareil et s'ouvre automatiquement lorsqu'ils sautent. Quand ils se faisaient dégommer par les Alliés, ils pouvaient sauter par-dessus bord au lieu de finir grillés. Mais le fonctionnement de ce type de parachute reste aléatoire. Le système d'ouverture automatique présente parfois un dysfonctionnement mortel. Il a fait ses preuves depuis un ballon stable. Mais lorsqu'un pilote doit sauter d'un avion incontrôlable, son parachute peut rester coincé. Si l'avion part en vrille et que le parachute y est attaché, il va s'en mêler et vous mourrez de toute façon. En moyenne, 2 pilotes sur 3 sont sauvés. Pour l'équipe chargée par les Alliés de concevoir un parachute, un tel taux d'échec n'est pas acceptable. Fort de son expérience d'acrobate des airs, James Floyd Smith propose une idée pour le moins originale. Et pour réaliser un projet hors du commun, il lui faut une personne hors du commun. Le cascadeur d'Hollywood, Leslie Irvine, sera cet homme. Leslie Irvine était un cascadeur très réputé qui avait participé à de nombreux films. On le surnommait le voltigeur. Smith pense avoir trouvé le moyen d'empêcher le parachute de s'emmêler lorsque l'avion part en vrille.
et il persuade Irvine de l'aider. Son idée consiste à sauter avant de déclencher manuellement l'ouverture. Ce qui implique que le pilote se retrouve en chute libre pendant quelques secondes. Or, à l'époque, la chute libre est réputée mortelle. Les scientifiques affirmaient que si on sautait d'un avion, on mourrait asphyxié avant même d'atteindre le sol. Irvine et Smith ne sont pas de cet avis. Ils savent par expérience que la chute libre ne présente pas de risque. Irvine avait participé à de nombreuses cascades pour Hollywood. Il avait vu beaucoup de gens tomber en chute libre. Lui-même l'avait fait. Et il savait que ça ne provoquait pas de perte de connaissance. Smith conçoit alors un parachute à ouverture manuelle. Après avoir sauté de son avion en péril, le pilote tire sur une poignée qui libère un petit parachute appelé extracteur. Ce dernier se gonfle et tire la voile principale. C'est un concept révolutionnaire. Le temps de le rendre opérationnel, la guerre est terminée. Mais les pilotes seront toujours au cœur des conflits futurs. Irvine et Smith restent donc déterminés à tester leur invention. Et pour cela, Irvine est prêt à mettre sa vie en jeu. Le 28 avril 1919, James Floyd Smith amène Irvine à une altitude de 500 mètres. Irvine prend une grande inspiration et saute. Le parachute s'ouvre comme prévu. Tout se passe bien sauf l'atterrissage qui vaut à Irvine une cheville cassée. Malgré cette blessure, Irvine et Smith ont prouvé que la chute libre est sans danger. Et que contrairement au système d'ouverture automatique, leurs procédés permettent au pilote de s'éloigner de son avion en détresse. Ils le baptisent Modèle A. Et les demandes ne tardent pas à affluer. Alors qu'il vient de recevoir une commande de 250 parachutes des Américains, les Britanniques lui en commandent 2500. Et petit à petit, le monde entier lui achète son parachute grâce à ses résultats probants. Très vite, il en vend plus de 100 000 à travers le monde. Le système avec poignée et extracteur du modèle A est si performant qu'il n'a presque pas changé en un siècle. Aujourd'hui encore, les parachutes de secours ont un fonctionnement similaire. Une seule chose diffère, le matériau de fabrication. Ce changement intervient au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'aviation a connu des avancées spectaculaires et le combat aérien est désormais central dans l'effort de guerre des Alliés. Et si la vitesse des avions a radicalement augmenté, passant de 270 à 720 km/h, les parachutes, eux, n'ont quasiment pas changé. Ils semblent dépassés face à cette nouvelle génération d'appareils ultra rapides. Plus les avions sont performants, plus il faut des parachutes performants. Il faut se mettre à la page. La vie du pilote de chasse Bob Wheezy est en jeu lorsqu'il ouvre son parachute à pleine vitesse. Il est aux commandes d'un P-51 Mustang au-dessus de Taïwan, alors connu sous le nom de Formose. Bob est équipé d'un parachute de soie à activation manuelle. Sa mission est de protéger 4 autres avions de chasse chargés d'attaquer des cibles le long de la côte. On tirait sur tout ce qui bougeait, que ce soit des troupes au sol, des avions dans un aéroport, des navires.
Il progresse à 560 km/h à une altitude de 1500 mètres. Sans crier gare, son allié tourne vers lui brutalement. La queue de l'avion de Wheezy est arrachée par la collision. Il plonge vers le sol. Je tombais en vrille à pleine vitesse. Et quand j'ai détaché ma ceinture de sécurité, le courant d'air m'a éjecté. Je me suis retrouvé en chute libre. À cause de la vitesse de son avion, Wheezy tombe à 560 km/h, bien plus que la vitesse terminale d'un être humain. Il sait qu'il ne lui reste que quelques secondes avant l'impact. Je ne voulais pas tomber dans l'eau à cette vitesse, alors j'ai ouvert mon parachute. Mais la vitesse a raison de son parachute en soie. Il a commencé à se déchirer à tel point que je pouvais voir mon ailier au-dessus de moi. Je me préparais à tout. Est-ce qu'il allait continuer de se déchirer? Alors que la Terre se rapproche, Wheezy ne sait pas si son parachute va tenir. Je me suis préparé à heurter la surface de l'eau à grande vitesse. Malgré la déchirure, le parachute a joué son rôle. Sans lui, ni Bob, ni ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ne seraient là aujourd'hui. Voici un morceau du parachute. Wheezy a conservé un morceau de la voile et du cordon qui l'ont sauvé. Voilà, tu tirais sur ce cordon pour ouvrir le parachute. Mais cet incident a révélé la fragilité de la soie lorsque le parachute est déployé à grande vitesse. Les parachutes en soie avaient de nombreux inconvénients. Et surtout, ils étaient vulnérables à la moisissure. Quand on replie de la soie sur les mêmes plis plusieurs fois, elle finit par se déchirer. L'armée doit trouver un matériau plus résistant que la soie et surtout plus disponible. Les principaux producteurs de soie étaient le Japon et la Chine. Or, le Japon a cessé de nous approvisionner. Un nouveau tissu semble prometteur. Et il provient d'une source inattendue. Les bas féminins. Traditionnellement fait de soie, ils changent au moment de la Seconde Guerre mondiale pour un tissu plus durable, le nylon. C'est un matériau synthétique créé par le chimiste Wallace Carothers de la société DuPont. Sa structure moléculaire le rend extrêmement résistant. Les fibres de nylon sont faites de très longues chaînes moléculaires. L'entrecroisement de ces chaînes donne au matériau sa solidité exceptionnelle. La soie est un excellent matériau. Elle n'est surpassée que par le nylon. Il n'y a rien de comparable. Les tests révèlent que le nylon est plus solide que la soie et qu'il présente bien d'autres avantages. Il prend moins de place, il est plus solide et il est moins cher. En 1942, DuPont a redirigé toute sa production. Le nylon qui servait autrefois à confectionner des bas féminins est désormais consacré au parachute. Grâce à cela, des dizaines de milliers de pilotes seront sauvés jusqu'à la fin de la guerre. Aujourd'hui encore, les parachutes ont besoin de nylon. Pas seulement pour leurs voiles, mais pour les suspentes et les harnais. L'entreprise de Bill Booth a conçu plus de 60 000 systèmes de parachutes. Il teste régulièrement les matériaux dont la vie des parachutistes dépend. Comme ces sangles de nylon utilisées dans les harnais. La machine va progressivement augmenter la force appliquée à la sangle. Une seule sangle peut supporter un poids de plusieurs tonnes. Augmente encore un peu? On est à combien là? 2,7. 2,7, 2700 kilos. C'est parti. La machine a tiré sur les molécules de nylon jusqu'à ce qu'elles se cassent. Pour casser ce petit morceau de nylon, il a fallu... C'était combien déjà? 3079. Il a fallu 3079 kilos pour le casser. C'est un matériau génial. Le nylon est roi. On fabrique nos sacs avec, nos harnais et nos voiles. Ça n'a pas changé depuis la Seconde Guerre mondiale.
1942, les usines américaines produisent des millions de parachutes en nylon pour l'effort de guerre. Mais ils ne servent pas seulement d'accessoires de secours aux pilotes. La guerre va leur donner une toute autre utilisation. Des troupes aéroportées spécialisées avec suffisamment de cran et d'expérience sont parachutées en pleine bataille. Vous pouvez les transporter où vous voulez et les larguer n'importe où. L'ennemi ne sait jamais où et quand ils vont surgir. Les troupes aéroportées ont complètement changé le visage de la guerre. En 1944, 13 000 parachutistes américains ouvrent la voie au débarquement pour libérer la France, avec le succès que l'on connaît. Ils ont littéralement noirci le ciel. Ils ont pu larguer des troupes derrière les lignes ennemies à des points stratégiques, d'où ils pouvaient contrôler les ponts ou les croisements et harceler l'ennemi à revers. Ils ont joué un rôle significatif. Les parachutistes gagnent rapidement la réputation de soldats d'élite au sein de l'armée. L'armée américaine crée 5 divisions aéroportées qui joueront un rôle déterminant dans la victoire finale. Dans les années qui suivent la fin de la guerre, d'anciens parachutistes inventent une nouvelle utilisation du parachute. Sauter d'un avion en vol juste pour les sensations. Après la guerre, les parachutistes expérimentés sont retournés dans le civil. Personnellement, j'ai fait mon premier saut dans les années 1950 avec du matériel militaire. La mode se répand et des clubs de parachutisme voient le jour dans de nombreux pays. Mais un danger caché guette cette nouvelle génération de parachutistes inexpérimentés. À l'époque, les parachutes n'étaient pas faciles à manœuvrer et on se faisait emporter par le vent un peu n'importe où. J'ai entendu parler d'un type qui est mort au début des années 1950 parce qu'il avait atterri sur un train en marche. D'autres se sont noyés parce qu'ils ont fini dans l'eau. Les parachutistes sont à la merci du vent et n'ont aucun contrôle sur leur aire d'atterrissage. Ils ont besoin d'un parachute capable de planer jusqu'à un endroit adéquat. Pour y arriver, il va falloir penser différemment. Domina Jalbert est un fabricant de cerfs-volants et pilote d'avion. En 1957, il va avoir une idée révolutionnaire. Il fabriquait des cerfs-volants et c'est intéressant de voir comment il a abordé ce problème. Un jour qu'il survolait les Bahamas, il a regardé son aile et il a imaginé le flux d'air qui passait autour de l'aile. Il s'est dit, si je pouvais imaginer un cerf-volant en forme d'aile, il volerait comme une aile. Et c'est ce qu'il a fait. À peine a-t-il atterri qu'il mesure les dimensions de son aile. Son projet est de fabriquer une aile en tissu. Gérald Naïs était un chercheur qui travaillait avec Jalbert. Il a retrouvé certains modèles originaux. Voilà, c'est l'un des premiers modèles conçus par Jalbert. Le brevet venait juste d'être déposé. Ça rappelle des souvenirs. Si vous regardez la partie rouge, c'est la surface portante. Elle a la forme d'une aile. L'air entre par des trous situés à l'avant et gonfle la voile qui se rigidifie. C'est ce qu'on appelle une aile à caisson. Lorsque l'aile traverse l'air, la pression sur la face supérieure est plus faible que la face inférieure, ce qui produit la portance, comme avec l'aile d'un avion. Ok, je monte tout droit, je tourne à droite, vers la droite. Un cerf-volant qui planait. C'était révolutionnaire. Je relâche à droite, je tire à gauche, il part à gauche. Virage à gauche, tout droit, on redescend. Après son succès avec de petits cerfs-volants, Jalbert et son équipe travaillent sur des modèles de plus en plus grands.
Je n'ai pas vu cette beauté depuis 50 ans. Il est beaucoup plus grand que celui que je viens de vous montrer. Plus il est grand, plus la portance est importante. On sent l'énorme traction. Une personne pourrait avoir du mal à le retenir par grand vent. Jalbert réalise très vite que son aile en tissu présente un énorme potentiel. S'il pouvait en faire un parachute, celui-ci planerait et permettrait aux parachutistes de se diriger dans les airs. Mais ce concept est-il assez fiable pour être utilisé comme parachute? J'étais assez sceptique. Si quelqu'un équipé d'un tel parachute sautait d'un avion, je ne savais pas s'il s'ouvrirait à tous les coups. Le seul moyen de le savoir est de le tester. Bill Booth faisait partie des pionniers qui ont testé ce nouveau type de parachute. J'ai testé les premières ailes de Jalbert. Parfois, c'est un véritable saut vers l'inconnu, et certains sont morts en utilisant ces nouvelles technologies. Tout repose sur ceux qui ont les tripes de sauter d'un avion avec un parachute non testé. Le nouveau design fonctionne et Booth plane à travers les cieux. C'est une sensation fantastique. L'homme réalisait enfin son rêve de toujours, voler comme un oiseau. Avec un parachute rond, tout ce qu'on pouvait faire, c'était regarder autour de soi et attendre la descente. Mais avec l'aile à caisson, je pouvais vraiment aller où je voulais. L'impression d'être le roi du ciel. Jalbert baptise son invention parafoil. Mais lorsque les testeurs attendent quelques secondes avant de tirer sur la poignée, ils remarquent un défaut de conception. Quand la voile sort, ça fait un choc énorme. Ça vous assomme. On passe de 190 km/h à 15 km/h en une seconde. C'est violent comme freinage. Lorsqu'ils tirent sur le cordon, le parachute les ralentit trop brusquement. John Haif a lui aussi participé au test. On avait des bleus à l'endroit où se trouvait notre harnais. C'est comme faire un plat en sautant du grand plongeoir. J'ai été assommé 6 ou 7 fois par le choc à l'ouverture. Il fallait qu'on trouve un moyen d'empêcher l'air de s'engouffrer si rapidement dans la voile. L'invention révolutionnaire de Jalbert pourrait bien devenir le parachute le plus sûr et le plus fiable de l'histoire. Mais à condition de trouver le moyen d'adoucir l'ouverture. On a tout essayé. On faisait des nœuds un peu partout pour voir si ça améliorait les choses. La solution viendra en 1973. Greg Yarbonnet est ingénieur et il va procéder à des tests sur un parachute miniature. Il a regardé son alliance et il s'est dit, si je la mets autour des suspentes et que je la remonte vers la voile se referme. Et quand je relâche l'anneau, le parachute peut s'ouvrir. Ça ralentit l'ouverture. Et c'est ce qui permet d'utiliser une voile à caisson, même à la vitesse terminale. C'est tout simple. Suffisait d'y penser. Comme toujours. Le ralentisseur d'ouverture est né. En gardant son parachute partiellement fermé pendant quelques secondes, le parachute ralentit moins violemment. Sur les parachutes modernes, le ralentisseur est un petit carré de toile qui glisse le long des suspentes au-dessus du parachutiste. Le parafoil de Jalbert est enfin opérationnel. Pour la première fois, un parachute peut être dirigé sur une longue distance vers un point d'atterrissage précis. D'un simple système destiné à ralentir la chute, le parachute est devenu une aile de tissu permettant à l'homme de voler en contrôlant sa trajectoire. On se prend pour un oiseau.
On sait pourquoi les oiseaux chantent. C'est parce qu'ils s'amusent comme des fous. Les amateurs de sensations fortes utilisent aujourd'hui ces parachutes à caisson dans plus de 3 millions de sauts chaque année, rien qu'aux États-Unis. Pour les premiers sauts en tandem, pour le base jumping, ou encore pour la voltige. Mais l'utilisation des parachutes n'est pas limitée aux personnes. Retournons dans les années 1970, à l'époque du boom du deltaplane. Le deltaplane à l'époque, c'était fou. C'était génial. On pouvait voler et tout le monde était emballé. C'était un hobby formidable. C'est amusant, oui, jusqu'à ce que quelque chose se passe mal. Et dans ce cas, le parachute n'est d'aucune utilité. Il aurait fallu se dégager du deltaplane d'abord. Et ça prend trop de temps. Ça ne pouvait pas fonctionner. En 1977, Boris Popov se trouvait aux commandes de son deltaplane tracté par le bateau d'un ami. Je lui ai dit, si je croise mes skis, tu ralentis. Si je les écarte, tu accélères. Il a accéléré et j'ai pris de l'altitude. Il monte à 150 mètres d'altitude, mais soudain, problème de communication. Ça allait beaucoup trop vite. Je hurlais. Je lui ai fait signe de ralentir, mais il a confondu les signaux et il a mis les gaz au maximum. La barre transversale s'est brisée. Je me suis retrouvé le nez en l'air, un moment d'arrêt et puis en piqué. Je suis parti en chute libre. J'étais sûr d'y rester. À 150 mètres, on n'a aucune chance. Dans sa chute, il a une révélation. J'étais en colère. J'avais peur. Je ressentais beaucoup d'émotions, mais surtout je trouvais ça trop bête. Je me suis dit, si je survis, Dieu m'en soit témoin, je vais développer un système de parachute. Popov est accroché à l'épave et ne peut s'en libérer. Mais il a un avantage. En tant que gymnaste, il a appris à tomber. Je me suis mis en position groupée et j'ai attendu l'impact. J'y ai laissé quelques plombages, mais je m'en suis sorti. Popov, le miraculé, tient la promesse qu'il s'était faite. Il développe un nouveau système de parachute. Bien qu'il n'y ait pas assez de temps pour se libérer du deltaplane pour ouvrir un parachute personnel, Popov se dit qu'un parachute plus grand pourrait permettre d'amener au sol le deltaplane et son pilote sans dommage. Je n'avais qu'une envie, c'était d'essayer pour voir ce que ça donnait dans les airs. Après plusieurs essais, plus ou moins réussis, le parachute pour deltaplane prend forme. Mais Popov ne s'arrête pas là. Il voit grand et veut offrir une protection au plus grand nombre de pilotes possible. Des parachutes pour avions. Il sait qu'au début du XXe siècle, des aviateurs avaient déjà expérimenté des parachutes attachés à leur avion. Mais ils prenaient beaucoup trop de place. Ils étaient très lourds et très encombrants. Pour convaincre les pilotes de l'utiliser, il doit inventer un système beaucoup plus compact, mais qui offre un coefficient de traînée suffisant. C'est un système ambitieux. Et les premiers tests sont un fiasco. C'est pas vrai. Le plus grand défi, c'était de trouver un matériau assez léger pour que le parachute soit suffisamment petit. Il trouve l'inspiration du côté du parachutisme sportif. Pour tirer le meilleur parti des parachutes à caisson,
les fabricants ont développé un nouveau matériau appelé ZP. ZP pour zéro porosité. Les parachutes ordinaires en nylon laissent passer un peu d'air entre leurs fibres, ce qui réduit leur force de traînée. Mais le nylon recouvert d'une couche de silicone empêche totalement l'air de passer, créant ainsi une plus forte traînée. Ce qui signifie que le parachute peut être plus petit. Avec le tissu ZP, en conservant la même forme et le même design de parachute, la taille peut être réduite de 30 à 40%. C'est énorme. Popov affine son nouveau concept de parachute à porosité nulle jusqu'à ce qu'il soit homologué pour les avions légers. En 2015, Lou Morton monte à bord d'un avion Cirrus équipé d'un parachute de ce type. Une poignée rouge située au-dessus de sa tête déclenche son ouverture. Lorsqu'il se trouve à court de carburant en plein océan, il s'en saisit. On se sent comme un enfant de 5 ans en haut du grand plongeoir, les pieds au bord du vide. On se dit, bon, maintenant faut y aller. Ils m'ont surnommé numéro 104 parce que c'est la 104e fois que ce système sauve une vie. « 104 sauvetages réussis uniquement pour les avions Cirrus. Au total, plus de 300 vies ont été sauvées. Un chiffre qui fait la fierté de Boris Popov. Si vous demandez à ces 324 personnes s'ils pensaient s'en servir un jour, ils vous répondront évidemment que non. En général, c'est « ma femme m'a obligé à l'acheter » ou « je ne pensais pas que j'en aurais besoin ». À mesure que la technologie évolue, certains pensent que même les avions de ligne seront un jour équipés de parachutes. Un jour, quelqu'un m'a demandé « Vous pourriez en faire un pour un 747 ?» J'ai dit « Bien sûr ». Il existe par exemple une soie artificielle incroyablement solide et légère. Je pense qu'on réussira à créer une voile suffisamment petite et légère. Après, il n'y aura plus de limite. Les parachutes ont permis à des millions de gens de regagner la terre ferme sains et saufs. Ils nous ont aussi permis de revenir de l'espace. Bientôt, ils nous permettront d'atteindre d'autres planètes. Il y a les missions vers Mars, la mission Cassini-Huygens qui explore Titan, la lune de Saturne. On a envoyé des véhicules vers Vénus. Et à chaque fois, on a utilisé des parachutes pour l'atterrissage. Pour l'instant, seuls des robots ont pu goûter aux joies de la chute libre dans les cieux extraterrestres. Mais des projets sont en cours pour que les humains puissent en faire autant. Envoyer l'homme sur Mars sera le prochain grand pas de l'humanité. Envoyer des gens sur Mars, c'est le plus grand défi que l'humanité ait eu à relever. Une charge utile plus lourde qu'un semi-remorque, lancée à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle du son, doit être ralentie pour se poser en douceur. L'atmosphère de Mars est 100 fois moins épaisse que sur Terre, ce qui complique encore la décélération. Heureusement, la NASA a déjà une certaine expérience en la matière. En 2012, le rover Curiosity, qui pèse près d'1 tonne, est arrivé sur Mars. Quand il a fallu poser Curiosity, le plus gros véhicule qu'on ait envoyé sur Mars, il nous fallait un grand parachute. Le plus grand parachute supersonique du monde. Ce parachute supersonique de 21 mètres de diamètre doit faire passer la vitesse du rover de 1600 à 300 km/h. Ensuite, des rétrofusées vont le placer en vol stationnaire, puis il sera descendu au sol par une grue. Mais cela va-t-il fonctionner? Le module pénètre dans l'atmosphère martienne. Vitesse Mach 2,4, altitude 17 km, en attente du déploiement. Quelle est votre position? Le parachute est ouvert. Décélération en cours. Nous vous recevons sur les écrans de contrôle.
Et soudain, boum, Atterrissage confirmé. il est au sol. C'est fait, c'est terminé. C'est comme si je participais à une course depuis 8 ans. Et soudain, je me retrouve de l'autre côté de la ligne d'arrivée. Je n'y croyais pas. Poser un engin aussi lourd sur Mars est un exploit technique. Mais une éventuelle mission habitée pèsera bien plus lourd. Ce qui implique de nouveaux défis. Mark Adler supervise le projet de la NASA qui vise à développer un parachute nouvelle génération. Si on veut poser des choses plus lourdes sur Mars, il nous faut de plus grands parachutes. Et il faut les tester parce que les anciens tests ne sont plus valables. Avec ses 30 mètres de diamètre, c'est le plus grand parachute supersonique jamais conçu. C'est aussi le plus résistant. Toutes ces bandes jaunes sont en Kevlar. C'est le matériau utilisé dans les gilets pare-balles. C'est très solide. Avant de pouvoir être utilisé sur Mars, il faut tester sa résistance et ses performances à des vitesses supersoniques. Mais en raison de sa taille, les tests sont difficiles à réaliser. Ce parachute est trop grand même pour la plus grande soufflerie du monde. L'équipe de Mark doit trouver un autre moyen d'effectuer des tests. Au lieu d'envoyer de l'air vers le parachute, comme dans une soufflerie, il décide de tirer le parachute à travers les airs, à l'aide d'un chariot géant propulsé par des fusées. Ça a l'air dingue et ça l'est un peu. L'hélicoptère soulève le parachute dans les airs, il le relâche et on allume les fusées. Un câble relie le parachute au chariot et le tire vers le sol. Cela nous permet de soumettre ce parachute à une force de plusieurs centaines de tonnes. Les fusées tirent sur le parachute avec une force supérieure à 50 000 kg lorsque ce dernier se déchire. Mais le test est un succès. C'est une force phénoménale et ça suffit pour nous ralentir si on veut se poser sur Mars. Le parachute est assez solide pour soutenir la charge. Mais il n'est pas encore prêt pour la planète rouge. D'abord, il doit prouver qu'il est capable de fonctionner dans les conditions qu'il rencontrera sur Mars. En juin 2015, l'équipe est prête pour un test supersonique à haute altitude. Après une semaine d'attente, les conditions météo au-dessus d'Hawaï sont idéales. Début de l'ascension confirmé. Télémétrie normale. Le parachute est intégré à un véhicule test et doit être porté à une altitude de 37 000 mètres par un ballon géant. Des fusées reproduiront la vitesse supersonique de l'arrivée sur Mars. 2, 1, lâchez. Ce qui provoquera une ouverture explosive du parachute et une tension démultipliée. Caméra enclenchée. Allumage confirmé. Le véhicule de test poursuit son ascension. Il atteint 20 000 mètres. Vol stable. La frontière de l'espace. À cette altitude, l'atmosphère est aussi fine que sur Mars. À Mach 2,4, le parachute se déploie. Et se désintègre en une fraction de seconde. Le parachute est détruit. Parachute détruit. On regardait la vidéo et en une demi-seconde, on a vu le parachute se transformer en confetti. Malgré les renforts en Kevlar, le parachute n'a pas pu résister à la tension d'un vol supersonique. Mais l'équipe n'est pas découragée. Si vous ne rencontrez jamais d'échec, c'est que vous ne poussez pas les tests assez loin pour aller sur Mars. Bien que le parachute n'ait pas tenu, le test est sous bien des aspects un succès. L'altitude et la vitesse prévues ont été atteintes, ce qui signifie que les données obtenues vont permettre d'en apprendre plus sur les parachutes supersoniques. 6 dixièmes de seconde, c'est la désintégration la plus rapide qu'on ait jamais vue.
On a obtenu des données extrêmement utiles qui vont nous aider à mieux comprendre ces parachutes. On pourra adapter leur conception dans le futur. Même si le parachute n'a pas survécu, la NASA vient de se rapprocher un peu plus de son rêve martien. Les parachutes ont bien évolué depuis les premiers dessins de Léonard de Vinci. D'un simple système de freinage sommaire, nous sommes arrivés à une aile de nylon ultra sophistiquée. Mais il reste encore au parachute à accomplir son plus grand exploit. Mars est encore très loin, mais les avancées que nous faisons aujourd'hui nous permettront un jour d'envoyer l'homme sur Mars. Atterrissage confirmé.